Nassim Aouré, je me tourne vers vous. On va parler médias avec le Trusted European Media Data Space. Finalement, quels sont les objectifs de TEMS et puis dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit? Alors déjà, bonjour à tous et à tous, je vais commencer par le contexte, et un contexte d'actualité, c'est la lutte contre la désinformation. Donc on sait que les réseaux sociaux sont aujourd'hui des vecteurs en fait, de propagation des fake news. Sans grande surprise, c'est pas un scoop, l'IA générative a été un accélérateur. Il y a pas mal d'études en ce moment qui ressortent autour de cela. Et si je dois juste vous donner quelques chiffres, il y a une étude d'Onclusive qui est sortie récemment et qui a vu qu'en l'espace de quelques mois, entre septembre et octobre, 2 mois, on est passé de plusieurs dizaines de milliers de fake news à plusieurs millions. Et c'est que le début. Et associé à ça, on voit aussi maintenant des sites en fait, qui sont générés par l'IA et qui génèrent automatiquement des fake news. Donc ça, c'est un peu le contexte. Donc TEMS, c'est quoi? Donc c'est un data space qui est destiné aux médias, qui a été créé alors, dans le contexte de la politique de la Commission européenne, et notamment dans ce contexte de stimulation de l'économie de la donnée, donc avec la création d'un certain nombre de data space sur plusieurs verticales. TEMS, je dirais qu'il y a deux principaux enjeux et volets alors, qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc sur la partie data space, on a parlé de compétitivité. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est comment valoriser les données dans le secteur des médias, avec tout le contexte que je vous ai partagé tout à l'heure. Et le deuxième, c'est pour le T de TEMS, qui est le Trusted, c'est pouvoir le faire dans un environnement numérique de confiance. Donc derrière environnement numérique de confiance, ça veut dire quoi? Alors c'est pas que de la sécurité, c'est aussi pouvoir s'assurer à tout moment qu'il y a un contrôle, il y a une maîtrise de, finalement du devenir des informations et des données. Donc derrière il y a aussi des enjeux d'authenticité. Il y a aussi des questions en fait d'éthique et de transparence. Et donc ça on en revient notamment à la question de l'usage de l'IA. Donc le projet il est assez ambitieux parce qu'il y a énormément d'acteurs comme vous pouvez le voir, il y en a 43, enfin plus d'une quarantaine en tout cas. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux typologies d'acteurs. Il y a d'une part le monde des médias, donc ce sont les utilisateurs, donc ça va être des producteurs de contenu, des radiodiffuseurs. Il y a aussi diverses entités qui travaillent sur tout ce qui est archivage des données des médias. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises de services numériques très variées, depuis la phase d'infrastructure, les couches basses du numérique, jusqu'aux couches hautes. Je vais pas les citer, vous les voyez qui apparaissent sur l'écran. Quand on parle de data space, on parle de confiance, de sécurité, de toutes les briques qui permettent ça. Comment on s'assure justement de la sécurité dans le cadre de cette initiative et de la confidentialité? Alors je vais commencer par dire ce que n'est pas TEMS, et je pense que ça pourrait se généraliser à certains autres data space. TEMS, c'est pas une infrastructure centralisée de stockage de données. C'est pas ça son rôle. En fait, libre à chaque utilisateur, à chaque média, de choisir où il va héberger ses données, donc ou bien dans ses propres infrastructures, ou bien auprès d'un acteur tiers. Je le précise parce qu'il y a encore de la confusion autour de cela. Donc TEMS, c'est bien pouvoir fournir une plateforme décentralisée. Ça veut dire derrière permettre à chaque utilisateur et permettre un cadre dans le secteur des médias avec des codes bien établis de façon à promouvoir et permettre ce partage des données. Donc, une fois que j'ai dit ça, pour répondre à la question, il y a plusieurs briques, et on peut passer en fait au slide suivant. Il y a plusieurs briques qui permettent cela. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est le dénominateur commun, c'est la souveraineté des données. On en revient bien là. Et derrière cela, ensuite, vous avez plein de mécanismes qui sont complémentaires. Je ne vais pas tous les commenter.
Il y a bien évidemment tous les mécanismes de sécurité. Il y a aussi un sujet qui est très important, qui est autour de l'identité numérique. Donc derrière l'identité numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, utilisateur, je veux m'assurer qu'à tout moment, d'un point A à un point B, mes données en fait transitent comme je le souhaiterais. Je souhaite aussi m'assurer de la gestion du consentement, de l'authentification des différents acteurs en fait qui peuvent intervenir autour de cela. Et c'est notamment une des briques que Orange Business développe autour de ce qu'on appelle Live Identity Wallet. C'est ce qu'on a développé dans le cadre d'AgriConsent au profit en fait de Hack Data Hub. Donc cette idée, c'est de pouvoir combiner des technologies, notamment à base de blockchain, et qui permettent de s'assurer de l'identité personne morale et personne physique. Voilà, les deux. Un autre exemple que je voulais quand même partager, alors on ne le voit pas forcément là, c'est la question de la transparence. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc dans le cadre du projet TEMS, il y a une notice de transparence autour de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle qui a été développée, notamment par Panodyssée. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en lumière quand un média utilise l'intelligence artificielle, qu'il puisse expliquer comment il l'a utilisé et à quelle fin. Et ce point, en fait, il est très important et on va le voir notamment dans les différents cas d'usage qui sont développés autour de ce risque de désinformation. Alors justement, c'est en cours, en projet, mais il y a déjà des cas d'usage qui sont envisagés. Peut-être qu'on peut revenir sur quelques-uns de ces cas d'usage. Oui, alors donc il y a 8 cas d'usage aujourd'hui qui sont prévus dans le cadre du projet TEMS. Je ne vais pas tous les détailler. Moi, je veux juste profiter là de cette instance, parce qu'on a parlé beaucoup des cas d'usage, on va encore en parler. C'est une condition nécessaire, et ça n'est pas suffisant. Et je le dis, d'autant plus qu'aujourd'hui, Orange Business, alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Orange Business, c'est la filiale B2B d'Orange, donc on accompagne des entreprises depuis les très petites entreprises jusqu'aux grandes entreprises internationales. On a investi dans Gaia X depuis le début, et on croit en Gaia X. On croit en ce sujet des data space. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai sujet autour des modèles économiques. Un vrai sujet, on le voit parce qu'au travers des différentes entreprises et verticales industrielles qu'on peut rencontrer, tout le monde est convaincu que la donnée, c'est un asset stratégique, que la donnée, il faut être en capacité de la maîtriser, de la monétiser, etc. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a identifié les cas d'usage, il y a un sujet de passage à l'échelle. Et ce sujet de passage à l'échelle, il est notamment lié à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est quel est le modèle économique sous-jacent. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet qui ne pourra pas se faire sans un partenariat public-privé autour de cette thématique. Donc si je reviens sur les quelques cas d'usage dans le secteur des médias, donc tout à l'heure je vous ai parlé de cet enjeu en fait lié et de cette menace qui est liée à la désinformation. Donc il y a un cas d'usage dédié et l'objectif, alors aujourd'hui il y a déjà il y a pas mal de mécanismes qui existent pour lutter contre la désinformation. Il y a des choses très simples comme s'assurer que par exemple un article fait référence à des sources. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire s'assurer que les sources en fait sont bien réelles. Il y a aussi des mécanismes qui permettent de faire des comparaisons pour voir le style journalistique et finalement identifier des biais qui reviendraient via l'usage de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un autre exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Il y a un point important. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation, en ayant en tête qu'une IA, ça reste bête. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil au service, à notre service, et pas l'inverse. Et si je reprends, Sébastien, puisqu'on était dans la thématique, un exemple, si on demande à une IA générative de partager la recette de l'omelette aux œufs de vache,
va vous donner la recette. Voilà. Et c'est testé. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Un autre exemple qui est intéressant dans les cas d'usage, qui est en fait, et qui s'adresse plutôt aux ad tech, donc les entreprises de médias qui génèrent de la publicité ciblée. Donc là, il y a un cas d'usage qui vise à s'assurer que cette génération de publicité est respectueuse de la vie privée. Donc ça veut dire derrière avoir recours à des informations autour des cookies, etc., mais dans le respect de la confidentialité, des données personnelles, etc. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a énormément de données qui sont détournées à des fins qui ne sont pas la finalité première finalement de ces publicités. Quelques mots rapides sur où on en est du projet et puis quelles sont les prochaines étapes là. Alors, donc, le projet, il a été notifié par la Commission européenne. Donc ça a mis du temps quand même parce que vous voyez, il y a énormément, le consortium, il est très large. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des livrables assez concrets en 2026, mais on est dans un modèle que je vais qualifier d'incrémental. C'est-à-dire qu'au gré des différents cas d'usage et du niveau de maturité aussi des développements sous-jacents, on pourra avoir quand même des premières briques avant 2026. Avant 2026. Et dans les bénéfices escomptés, est-ce qu'on voit déjà des choses ? Alors, je vous ai donné quelques exemples, donc on ne part pas de zéro. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, il y a plusieurs ingrédients. On voit qu'il y a plusieurs ingrédients là qui sont liés notamment à cette nécessité de lutter contre la désinformation. Donc, je vous ai mentionné le développement d'outils ou l'amélioration d'outils numériques. Ça, c'est un premier exemple. Il y a le sujet de la transparence qui est aussi très important. Il y a la collaboration. Ça, je pense que c'est un point primordial sur ce sujet de data space, c'est la collaboration entre des utilisateurs et aussi des fournisseurs de services numériques. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de Gaia X, notamment. Il y a peut-être il y a 2 points que je n'ai pas mentionnés. C'est la question de la réglementation, de la régulation. Et c'est finalement derrière pouvoir avoir aussi des mesures coercitives pour que, par exemple, des entreprises qui œuvrent sur les réseaux sociaux puissent être respectueuses en fait et puissent mettre des mécanismes de vérification des fake news. Et autre point qui n'est pas technique et qui est de mon point de vue aussi sociétal, c'est la sensibilisation. L'acculturation, c'est-à-dire être en capacité à tout un chacun de comprendre que les informations qu'il peut voir passer sur Internet, elles ne sont pas forcément vraies, authentifiées. Et ça, je pense que c'est un sujet aussi, je dézoome et je prends un pas de côté, mais même un sujet d'éducation pour finalement les jeunes et nos jeunes enfants qui sont de plus en plus exposés à cela, qui voient énormément d'informations. Et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse leur expliquer que les informations qu'ils voient ne sont pas toujours justes.